Face aux enjeux que sont la réduction des ressources fossiles et du réchauffement climatique, la filière génie énergétique a de l'avenir. Celle-ci se rapporte à l'ensemble des aspects techniques et industriels de la production, du transport et de l'utilisation finale de l'énergie. Pour l'industrie, la maîtrise des consommations et l'amélioration de l'efficacité énergétique dans un contexte de transition énergétique représentent des défis majeurs, tant sur les problématiques environnementales que pour des aspects de compétitivité. Un peu d'histoire de la production d'électricité à la consommation. Total géopolitisé à l'échelle mondiale. Sous l'effet combiné de la croissance économique et de la hausse de la population, la demande énergétique n'a cessé d'augmenter. En France, l'industrie contribue à une bonne partie de la consommation d'énergie, évaluée à un quart de la consommation finale nationale. Cette consommation influe sur le réchauffement climatique, crée une dépendance énergétique et engendre des charges supplémentaires. Énergie renouvelable et croissance verte, des vecteurs d'emploi. Aujourd'hui, un manager de l'énergie. Dans un mouvement généralisé sur fond juridique, les entreprises n'ayant plus le choix entament des démarches de transition énergétique. Ce passage d'un modèle économique consommateur d'énergie à un modèle plus durable se doit de répondre à des enjeux d'évolution de prix, d'approvisionnement en énergie, d'épuisement des ressources naturelles et de respect de l'environnement. Le génie énergétique est le généraliste de l'énergie. La filière concerne les domaines du froid, de la climatisation, du traitement de l'air, du chauffage. Poussé par de nouveaux défis technologiques, sociétaux et environnementaux, le professionnel du génie énergétique devient un véritable manager de l'énergie. Acteur principal de la performance énergétique des entreprises, le technicien en génie énergétique recherche l'équilibre entre compétitivité, sûreté et enjeux climatiques. Et demain, la transition énergétique, une opportunité de compétitivité pour les entreprises. Les industriels doivent consommer moins d'énergie. Ils doivent maîtriser cette énergie, diversifier son bouquet énergétique par l'intégration d'énergies renouvelables ou la valorisation du recyclage aurait une influence directe sur le coût de l'énergie d'une entreprise et donc sur sa compétitivité. De l'énergie photovoltaïque à l'énergie éolienne en passant par la biomasse ou encore l'hydraulique, les énergies renouvelables vont générer beaucoup d'emplois. Le bâtiment, soumis à de nouvelles réglementations sur l'énergie, construction ou rénovation, aura besoin de compétences en génie thermique et climatique. Qu'il s'agisse de l'énergie nucléaire, électrique, fossile ou d'énergie renouvelable, les besoins de main-d'œuvre en génie énergétique concernent tant des profils de techniciens, d'ingénieurs que de chefs de projet ou responsables. J'espère que ce reportage vous aura éclairé sur ce qu'est le génie énergétique. Et maintenant, je vais me retourner vers mon premier invité. Florent Flamion, vous êtes délégué à la formation professionnelle initiale et continue au rectorat. J'espère que ces informations sont exactes. Pour l'heure, oui. On vient de le voir dans le reportage, on a une multitude de métiers dans une filière très très vaste. Est-ce qu'il est facile de faire la promotion de ces métiers et de ces filières auprès des jeunes ? Bonjour à tous, tout d'abord. Il faudrait prendre votre micro, s'il vous plaît. Bonjour à tous, tout d'abord. Je suis heureux d'être parmi vous aujourd'hui, en direct, pour effectivement échanger sur la formation professionnelle et plus précisément celle qui nous intéresse aujourd'hui. Alors, je crois que la société, pendant de nombreuses années, et l'éducation nationale notamment, a relayé un discours qui n'était pas forcément favorable aux formations professionnelles et aux formations professionnelles à insertion immédiate. Ça s'est traduit par une forme de délaissement en direction des lycées professionnels et en direction de l'apprentissage. Depuis quelques années, 2 ans, je dirais 2-3 ans, avec à la fois la rénovation de la voie professionnelle, la transformation du lycée professionnel, d'une part, réforme portée par l'éducation nationale, et la réforme de l'apprentissage, d'autre part, réforme portée par le ministère du Travail, 2 réformes majeures, concomitantes. On est en train d'inverser la vapeur. Les indicateurs sont plutôt favorables si on s'intéresse, par exemple, au flux de jeunes qui, désormais, s'orientent vers les filières professionnelles, que ce soit en lycée ou en CFA, centre de formation d'apprentis. Donc on a un discours
qui est entendu, qui est empreint de réalisme et qui effectivement rend compte des réelles perspectives en termes de formation et d'emploi qu'offrent les formations professionnelles et bien évidemment les formations industrielles. Et à l'intérieur des formations industrielles, il y a celles qui nous préoccupent aujourd'hui. Florent, merci beaucoup. Je me retourne maintenant vers Xavier Graff. Xavier qui, je le rappelle, est aux ressources humaines de la délégation régionale Grand Est, en relation notamment avec les partenaires de l'éducation nationale. Corrigez-moi ou complétez si les informations le nécessitent, Xavier. C'est exact. Est-ce qu'aujourd'hui, vous, de votre côté, vous commencez à ressentir les prémices des effets bénéfiques de la réforme dont vient de parler Florent Flamion? Alors, de notre côté, on a toujours des métiers qui sont identifiés en tension, donc des métiers qui sont dans le domaine de l'énergie. Donc ça, c'est inévitable. Donc, on arrive à recruter, mais on ne recrute pas assez. Donc, on incite forcément les jeunes à rentrer dans ce principe d'apprentissage pour venir justement découvrir ces métiers-là et pouvoir venir se former au plus près des technologies, parce que les technologies avancent tellement vite qu'on a besoin justement de former les jeunes et de les accompagner dans cette démarche justement de découverte des métiers. Je reviendrai tout à l'heure vers vous, Xavier. Je me tourne maintenant auprès de Laurence Biège. Laurence Biège qui représente le GIMES, le groupement des industriels de la maintenance de l'Est, une association qui intervient notamment dans le domaine de la sécurité pour les prestataires sur la plaque qui représente les centrales de Chaux, Fessenheim, Cattenom et Nogent sur Seine. Xavier vient de le dire. Ces métiers sont-ils aussi haut en tension qu'on l'imagine ou... Tout à fait, je rejoins exactement ce que dit Xavier. Les besoins de maintenance sont tels que les entreprises ont besoin de recruter, et cela constamment dans l'année. Il n'y a pas des périodes plus propices à d'autres, puisqu'elles ne recrutent pas forcément que en apprentissage, elles recrutent tout au long de l'année. Et donc les besoins sont énormes, tant pour les jeunes hommes que les jeunes femmes. Vous faites bien de le préciser, Laurence. Maintenant, je me tourne vers Stéphanie Muller, qui est responsable de recrutement région Grand Est et Franche-Comté chez Dalkia. Je vais juste augmenter le son. Est-ce que vous m'entendez bien, Stéphanie? Très bien. Alors, il faudrait juste qu'on permette à Stéphanie d'ouvrir son micro. Je vous demande juste de patienter quelques instants. Normalement, on a dû vous le libérer. Il faudrait que vous activiez votre micro. Voilà, c'est fait. Bonjour, Stéphanie. alternants, soit en contrat d'apprentissage, soit en contrat de professionnalisation. Donc c'est pour dire qu'effectivement, oui, on est un métier d'avenir, il y a un métier qui recrute. Alors, vous recrutez, est-ce que vous rencontrez de grandes difficultés à recruter? Effectivement, ce sont des postes en tension, puisqu'effectivement, c'est un métier très complet, un métier de technicien d'énergie, même de l'ingénieur. Quand je dis très complet, ça fait appel à des compétences électriques, de mécanique, d'automatisme, de régulation, pour générer effectivement la performance énergétique. Et on a aussi, j'ai entendu que vous aviez intervenu ce matin sur la soudure, quelques aspects plus techniques, comme le soudage, effectivement, ou le tuyautage. Donc c'est un métier pour lequel vous allez être formé, et 5 ans plus tard, il faudra vous réadapter, puisque les technologies avancent, et nous nous adaptons tout le temps. Donc un technicien ou un ingénieur dans notre métier, il est tout le temps en apprentissage, tout le temps à apprendre de nouvelles choses. C'est ce qui fait aussi la beauté de ce métier. Stéphanie, merci beaucoup. Je reviens vers vous tout à l'heure. Je me retourne à nouveau sur mes invités en plateau. Xavier, alors on l'a bien compris, le génie énergétique, c'est aussi le froid, et on en parlera tout à l'heure avec d'autres invités qui me rejoindront sur le plateau. Depuis ce matin, on parle d'un certain nombre de métiers. Est-ce qu'il y en a un qui est un peu plus en tension
que d'autres. Par exemple, on a parlé de chaudronnerie, on a parlé d'électrotechnique. Là, aujourd'hui, on parle maintenant de génie énergétique. Est-ce qu'il y en a un qui est quand même plus en tension que d'autres? Alors oui, effectivement. Donc on a, sur les 22 métiers en tension identifiés sur le groupe EDF, il y en a 5 qui ont été spécialement mis en avant, avec des actions spécifiques qui vont être mises sur l'année pour justement essayer de pouvoir recruter des apprentis en alternance sur l'année 2021-2022. Et parmi ces métiers-là, il y a le métier de frigoriste qui ressort, dans lesquels on a d'énormes besoins. Donc on parlait de chaudronnier et de soudeur ce matin, d'électronicien. Donc voilà, donc frigoriste fait aussi partie de ces métiers-là où on recherche. Et comme on l'entend depuis ce matin et comme l'a souligné Stéphanie, on est en constante évolution et on n'a jamais fini d'apprendre. Donc c'est toujours des métiers où on peut se réinterroger et dans lesquels on peut toujours avancer. Donc c'est quand même quelque chose de très intéressant et je pense de motivant pour les jeunes de pouvoir se dire je vais apprendre, je vais continuer d'apprendre, je vais évoluer, je vais découvrir des nouvelles choses. Florent, quand on est à la tête, quand on fait partie de cette grande institution qu'est l'éducation nationale, comment est-ce qu'on arrive à rester innovant et à suivre le fil de l'innovation? Eh bien, en étant dans une logique de pragmatisme, les pieds sur terre, en étant au sein des établissements en connexion avec le monde professionnel, dans la définition des objectifs assignés aux jeunes lorsque ces derniers vont en stage, dans les démarches d'accompagnement en vue de la signature des contrats d'apprentissage. L'idée, c'est bien de répondre aux besoins de la profession. Donc il y a une démarche, je dirais, locale et régionale, bien sûr aussi insufflée ou accompagnée par le rectorat. Et puis il y a une démarche nationale avec la rénovation des diplômes qui, elle, est co-construite avec les partenaires professionnels. Donc effectivement, l'éducation nationale, c'est pas une entité qui est hors sol et qui est déconnectée des réalités du terrain. C'est bien un partenaire auprès des familles et auprès des entreprises pour préparer au mieux les jeunes à l'insertion professionnelle. Ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier, qu'il faut rappeler. Et un exercice comme celui-ci contribue effectivement à je dirais, confirmer ce que je viens d'évoquer. Si je résume, et pour rassurer aussi les parents qui peuvent nous regarder ou qui regarderont cette émission plus tard, vous êtes en connexion avec le monde du travail et l'entreprise. Oui, tout à fait. Tout à fait. L'éducation nationale participe bien sûr à la formation des jeunes, participe à la formation des apprentis, participe à la formation des adultes, c'est-à-dire des salariés en élévation de compétences, des demandeurs d'emploi en recherche de qualification, bien évidemment. L'éducation nationale, c'est éduquer, former et accompagner à l'insertion professionnelle. Justement, Xavier, j'allais venir vers vous. Alors, laissez-moi au moins vous poser une question avant d'y répondre sans que je ne vous l'ai posée, qu'on n'ait pas l'impression que ce soit trop préparé. Florent vient nous dire d'un côté qu'il y a des relations éducation nationale-entreprise. Vous êtes vous-même, dans l'intitulé de votre poste, chargé des relations avec l'éducation nationale, de manière très factuelle, de manière très concrète. Comment ça se passe ? Alors ça se passe par justement des conventions qui sont établies avec l'éducation nationale au niveau de la région pour justement prendre en compte tous ces points-là. Donc justement avoir des formations qui correspondent aux besoins des industriels. Ça correspond aussi à ce qu'on fait aujourd'hui, donc de venir présenter les métiers et de parler de ces métiers-là pour que les jeunes sachent de quoi on parle. Et tout au long de l'année, on travaille avec l'éducation nationale, avec les lycées, avec les campus, pour justement faire découvrir les métiers et justement que les gens soient formés tout au long de leur vie et qu'on arrive à avoir des métiers qui correspondent aux attentes d'aujourd'hui comme les attentes de demain. Parce que ce serait dommage de ne pas profiter justement de ce savoir-faire que les entreprises ont et des besoins qui sont énormes. Parce que sur la région, en alternance, on a déjà plus de 130 demandes d'alternants pour 2021. Donc la demande, elle est là et on a besoin justement de travailler main dans la main dans ce domaine-là. Laurence, côté JMS, côté association, vous-même, vous êtes en relation avec l'éducation nationale et si oui, sous quelle forme ? Tout à fait. Comme disait Xavier, effectivement, on a établi un certain nombre de conventions donc sur les différentes centrales où nous sommes. Et dans ces conventions, il est effectivement précisé que les liens doivent être développés et c'est le cas. C'est-à-dire qu'à la fois, les entreprises apprécient le contact avec le monde de l'éducation parce qu'ils vont
vont accueillir après, plus tard, ces jeunes. Et puis le monde de l'éducation ici retrouve un intérêt à côtoyer le monde professionnel. Alors, je rassure celles et ceux qui nous regardent, on s'éloigne un tout petit peu de la thématique génie énergétique, mais je tenais quand même à resituer le cadre important qui est le nôtre aujourd'hui. Preuve en est, Florent, le campus des énergies des métiers, c'est bel et bien un travail de partenariat entre l'éducation nationale, les entreprises et les associations comme le GIMEST. Tout à fait, et on peut rajouter aussi, en termes de partenariat, l'enseignement supérieur et la recherche. On peut aussi, dans une logique, encore une fois, de pragmatisme, de subsidiarité, de terrain, prendre en considération les acteurs locaux, les associations, la communauté de communes. C'est aussi des entités qui participent à donner, je dirais, un certain dynamisme local sur un secteur professionnel défini avec l'ensemble des acteurs. Par rapport à la formation, je profite d'avoir le micro pour souligner une chose qui me paraît très importante. Mes deux acolytes d'aujourd'hui ont souligné la nécessité de prendre en compte qu'une formation conduit à un métier et ce métier va se traduire par une évolution. Et donc, quelque part, des pratiques, des aménagements qui vont voir le jour tout au long de la carrière professionnelle. Oui, je cautionne à 100%. J'ai même envie de rajouter que ce n'est pas parce qu'on s'engage dans une formation professionnelle, qu'on épouse un métier technique, industriel, qu'on est forcément cantonné toute sa vie. Alors, cantonné, c'est une connotation négative, mais qu'on est, je dirais, engagé forcément sur des considérations, on va dire, techniques ou industrielles. Le monde dans l'entreprise laisse énormément de perspectives. On voit qu'aujourd'hui, tout bouge. Et ce n'est pas parce qu'on fait une formation dans le domaine de la soudure que dans 5 ou 10 ans, on ne fera pas autre chose et que dans 10 ans ou 15 ans, on ne sortira pas du monde industriel pour rester au stand de l'entreprise, mais sur d'autres missions, les missions périphériques, les missions transverses, les missions tertiaires. On a besoin aussi, sur ces missions-là, de personnes qui ont pratiqué, qui connaissent la dimension, je dirais, technique et pratique des choses. Vous faites bien de le dire, et ce n'est qu'un témoignage supplémentaire qui vient corroborer ce qu'on explique depuis ce matin, puisqu'on a autour de ce plateau un certain nombre de personnes qui, effectivement, comme vous l'avez dit, n'ont pas hésité à changer de métier à un moment donné dans leur parcours professionnel. Je reviens vers vous, Stéphanie, si vous le voulez bien. Et nous allons reparler de génie énergétique. Dans ce domaine précisément, chez Dalkia, il y a des emplois à pourvoir. Champagne-Ardenne, Lorraine, Alsace et Franche-Comté. On a à peu près 1100 collaborateurs. Et chaque année, depuis quelques années maintenant, on est sur une volumétrie d'une centaine de postes ouverts en CDI chaque année. Donc c'est... voilà, je vous disais tout à l'heure, 30 postes aujourd'hui d'ouverts à l'instant où je vous parle. Depuis ce matin, je laisse quand même à chaque entreprise la possibilité de faire une petite page de publicité pour celles et ceux qui ne savent pas précisément ce qu'est Dalkia. Quelle est votre mission ? Alors, Dalkia est présent sur l'ensemble du territoire. On est un véritable acteur de la transition énergétique. Nous sommes là pour exploiter et maintenir les installations énergétiques. Donc, pour faire plus simple, la partie chauffage, eau chaude sanitaire, le froid, la climatisation. Le chauffage urbain, pardon, par exemple, c'est vous ? Oui, totalement. Chauffage urbain. Avec cette notion de performance énergétique qui était bien expliquée dans le petit reportage du début, c'est-à-dire consommer moins, consommer mieux et consommer autrement, effectivement. Nous sommes présents sur les bâtiments collectifs, donc, par exemple les écoles, les collèges, les lycées qui ont fait monter effectivement dans les strates, présents dans l'habitat collectif, tertiaire ou privé, donc peut-être Dalkia chauffe vos appartements en tant que tels. Nous sommes présents dans les centres hospitaliers, on en parle beaucoup aujourd'hui, mais derrière toute la logistique énergétique est portée souvent par notre entreprise, ainsi qu'effectivement, vous l'avez dit, nous créons effectivement des usines d'énergie, ce qu'on appelle des réseaux de chaleur ou des réseaux de froid, qui vont en un point produire toute l'énergie d'un quartier ou d'une ville. Stéphanie, merci beaucoup pour cette intervention.
On va attaquer tout doucement la deuxième partie de cette émission. Je vais demander à Florent et Laurence de bien vouloir quitter le plateau s'ils le veulent bien. Je vais demander à Sophie Gratteau, à Marc Girincelli et à Tristan Reich de me rejoindre sur ce plateau. Et nous allons entrer un peu plus dans le vif du sujet pour se poser la question de savoir pourquoi, à un moment donné, j'irai dans ces métiers du génie énergétique. Voilà, je laisse... oui, vous pouvez vous placer là, si vous le voulez. On va commencer avec Sophie Gratteau, qui va, je pense, comme ce matin, nous répéter peut-être systématiquement la même chose, mais il y a des gens qui nous rejoignent cet après-midi qui n'auront pas vu ces autres émissions. Sophie, pourquoi rentrer dans ce type de formation et pourquoi est-ce porteur d'un avenir radieux? Alors, comme effectivement ça a été dit par pas mal d'interlocuteurs, on est une fois de plus sur des métiers en tension. C'est-à-dire qu'on a plus de demandes de la part des entreprises que de candidats potentiels qui pourraient intégrer ces métiers. Donc effectivement, il y a de la durabilité dans le métier. Donc on va pouvoir faire carrière, on va pouvoir évoluer dans ce métier-là, partir d'un CAP ou d'un bac pro pour arriver pourquoi pas jusqu'à un niveau ingénieur, soit avec une validation des acquis, soit simplement en évolution dans l'entreprise. Donc il y a énormément de travail. Par exemple, sur le bassin sidérurgique, j'ai fait un petit calcul sur cette semaine. Donc si on prend, on va dire, dans un alentour de 35 km de Thionville, donc ce qui nous intéresse, on est déjà à plus de 125 offres d'emploi dans le domaine du génie énergétique et climatique. Et sur ces 125, combien sont pourvus? La 60, moitié 60% à peine. D'accord. Décidément, vous êtes porteuse à la fois de très bonnes nouvelles parce que ça veut dire que il faut rester optimiste. On est là pour ça. On est là pour donner envie aux gens d'y aller. Il y a des offres d'emploi, donc n'hésitez pas. Venez. Marc Girincelli, vous êtes directeur délégué formation à Gustave Eiffel. Je crois que c'est le nouveau terme pour parler de chef des travaux. Oui, c'est exact. Ancienne appellation chef de travaux, oui. D'abord, Gustave Eiffel, très rapidement, vous y faites quoi comme formation? Alors Gustave Eiffel est un lycée avec une multiplicité de formations, notamment dans le domaine donc, de l'énergétique, mais aussi dans le domaine de la maintenance des véhicules particuliers et véhicules de transport routier. Et nous formons aussi sur tout ce qui est bâtiment, travaux publics. Bâtiment, c'est l'enveloppe du bâtiment. Et puis nous formons aussi sur une spécificité du secteur, puisque nous sommes les seuls... Enfin, il y a 3 établissements sur toute la Lorraine sur la conduite routière. Donc, et je rappelle que vous êtes basé à... Et nous sommes basés à Talange, c'est pile poil au milieu entre Metz et Thionville, sur l'autoroute A31. Si j'avais en tant que parent des réticences à emmener un de mes enfants dans votre établissement, notamment pour travailler en génie énergétique, vous diriez quoi pour essayer de me convaincre que finalement c'est une très belle chose? Oh, je n'aurais même pas besoin de vous convaincre parce que mes prédécesseurs l'ont déjà fait. On vous explique que c'est un métier en tension. On vous explique qu'il y a de l'avenir. Il y a des salaires qui sont intéressants. Il y a des poursuites dans le métier, que ce soit dans les études ou dans le métier, une évolution de carrière qui est importante. J'avais envie de dire, vous n'aurez aucun mal à trouver de l'intérêt pour le métier et aucun mal à trouver une place dans le monde du travail aujourd'hui, que ce soit sous la forme d'une formation au statut scolaire ou sous la forme d'une formation en apprentissage, puisque M. Flamion le disait tout à l'heure, l'apprentissage monte en puissance et nous recrutons, nous, de plus en plus de sections complètes en apprentissage, non plus d'élèves intégrés dans un statut scolaire, mais de sections complètes en apprentissage. C'est un choix. Est-ce à dire qu'aujourd'hui, vous ne rencontrez plus de problème de recrutement ou malgré tout, aujourd'hui, vous avez quelques difficultés dans certaines sections à avoir suffisamment d'élèves? Désolé pour la brutalité de la... Non, mais je m'attendais presque à cette question parce qu'elle est chez nous au cœur de notre métier de l'éducation nationale, promouvoir nos formations, apporter aux élèves une finalité aussi à leur formation. Et effectivement, alors on a encore de la place. Pas dans toutes les sections, certaines sections sont largement bien remplies, mais on a encore de la place. Il faut avoir envie de rentrer dans les métiers industriels, et il faut avoir envie, je crois, comme dans toute formation, de
de travailler, d'avoir cette envie, cette fibre de vouloir travailler dans les énergies, dans la maintenance et autres. Monsieur Flamion nous parlait tout à l'heure d'une réforme. Est-ce qu'aujourd'hui, vous sentez à un moment donné aussi là, une inflexion grâce à cette réforme de gens qui viennent plus naturellement vers vous? Alors tout doucement, oui, on voit monter en puissance, on le voit, la transformation de la voie professionnelle. Je crois aujourd'hui, on l'entend un peu partout. Je crois qu'il faut bien comprendre qu'un baccalauréat, c'est un baccalauréat, qu'il soit professionnel, qu'il soit général ou technologique. La finalité est juste pas la même. La finalité est plus rapide vers un baccalauréat professionnel. On a une insertion dans le monde professionnel qui peut être plus rapide, même si la poursuite d'études est souvent privilégiée. Mais en tout cas, pour quelqu'un qui veut, au-delà de sa classe de 3e, travailler sur les 3 prochaines années, enfin au-delà des 3 prochaines années, c'est un très bon compromis, sachant qu'ensuite, dans l'entreprise, on peut revenir par le biais de la formation par apprentissage ou même par le biais de la formation interne dans l'entreprise. Merci beaucoup, Marc. Je me tourne maintenant vers Tristan Reich, qui est en 2e année de BTS, à Talange d'ailleurs. Tristan, bonjour. Oui, c'est ça, bonjour. Tristan, pourquoi vous avez choisi d'entrer dans cet établissement et de faire ce BTS dont vous allez préciser le libellé? Alors, j'ai fait ce BTS justement... Alors, dites-nous quel BTS, s'il vous plaît. Alors, fluide énergétique domotique, Merci au lycée Gustave Eiffel, à Talange. Et j'ai fait ce BTS-là parce que justement, tout ce qu'on a pu évoquer avant, je le confirme, c'est ce que j'ai entendu quand j'ai fait mon baccalauréat. Et forcément, c'est des métiers de l'avenir. C'est un domaine qui déjà me touchait, lié à la transition écologique et tout ce qui concerne l'environnement. Mais le fait aussi qu'il y a beaucoup de débouchés, et ça, c'est un gros point positif par rapport à d'autres filières. Alors, je reviens juste un tout petit peu en arrière sur ce que vous venez de dire, parce qu'on a eu beaucoup de questions qui ont été posées sur ce sujet. Aujourd'hui, la préoccupation environnementale chez des jeunes comme vous, c'est quelque chose de prédominant? J'aimerais personnellement que ce soit plus préoccupant pour certains, mais pour moi, oui, en tout cas. Ça me préoccupe. On s'est rendu compte aussi ce matin qu'il y a un âge un peu compliqué, vers 14-15 ans, où on ne sait pas trop quoi faire. Et puis à un moment donné, il y a plein de personnes qui nous ont parlé d'une manière ou d'une autre, d'un type de déclic qu'ils ont pu avoir. Vous, votre déclic, ça a été quoi? Moi, personnellement, je n'ai jamais eu de déclic, vraiment. C'est la 5e année que je suis à Gustave Eiffel. J'ai passé mon baccalauréat là-bas. C'était la suite logique. Et j'en suis très content, donc voilà. Comment ont réagi vos parents quand vous leur avez dit que vous alliez faire ce type d'études? Très bien. Après, j'aurais pu faire n'importe quel choix, ils auraient accepté. D'accord. Non, parce qu'on s'est rendu compte que de temps en temps, la pression parentale, si je puis dire, est importante. Et il y a des gens qui aimeraient donner une inflexion dans un sens ou dans un autre et n'aiment pas forcément que leurs enfants soient dans ce type de recherche. On va aller, je crois, d'après ce que me dit la régie, vers les établissements scolaires, en l'occurrence à la briquerie, où des questions vont nous être posées. C'est bien ça? Alors, est-ce qu'on m'entend du côté de la briquerie pour les questions? Oui, je vois Paul qui s'approche. On vous écoute. Vous nous entendez? Alors, on a une question donc, justement de Nessa. Donc, ta question. Quels sont les domaines concernés par la filière génie énergétique? Alors, quels sont les domaines concernés par la filière génie énergétique? Si la question revient, c'est parce qu'à un moment donné, je pense que le film est trop complet ou très complet. Je donne la parole dans un premier temps à Marc et peut-être que Xavier complétera. Marc, quels sont les domaines concernés dans les grandes lignes? Vous avez tous les domaines aujourd'hui de l'électricité, par exemple, qui sont les filières de génie énergétique. C'est quasiment le principal, puisqu'on a besoin de cette énergie, qu'elle soit renouvelable ou non, et c'est à l'issue de ces énergies-là que l'on produit l'électricité et qu'on alimente l'ensemble de nos installations. Xavier? J'allais dire dans les domaines, EDF est assez présent. Donc la région Grand Est est une région qui est exportatrice d'énergie, elle produit 2 fois plus qu'elle ne consomme. Donc ça veut dire que sur place, on a vraiment toutes les énergies qui sont regroupées. Donc ça peut être aussi bien l'éolien, le solaire, l'hydraulique avec la vallée du Rhin, le nucléaire. Donc voilà, la biomasse comme on parlait aussi avant. Donc on est vraiment présent dans toutes les énergies. Et on parlait aussi donc, des BTS FED, donc dans le domaine climatique, vraiment dans le froid ou dans le chauffage, on est vraiment présent dans tous ces domaines-là.
Sophie, depuis ce matin, est-ce que c'est le domaine dans lequel il y a le plus de tensions ou en tout cas le plus de demandes ou d'offres d'emploi ? Alors, ce n'est pas le domaine, c'est un des domaines. Hein. C'est vrai que dans les métiers qui ont été vus ce matin, on peut les mettre tous sur le même pied d'égalité, puisqu'il y a autant de besoins dans l'un que dans l'autre. La différence avec celui-ci, c'est qu'on est face à une technicité qui a vraiment augmenté ces dernières années dans ces métiers-là, avec notamment un besoin de compétitivité des entreprises, notamment par la baisse de leur consommation d'énergie. Donc ça passe par des transformations de premier ordre au sein de leurs installations. Et du coup, les personnes qui étaient déjà dans ces emplois-là se retrouvent avec des compétences qui parfois sont obsolètes. Et donc, il faut les monter en compétences ou trouver du personnel qui a ces nouvelles compétences nécessaires maintenant pour justement s'intégrer dans un environnement plus durable. Voilà. Tristan, comment vous imaginez l'avenir au sein de cette filière? Est-ce que vous comptez aller au-delà du BTS ou vous cantonnez à ce BTS et aller directement dans le monde du travail? Alors, c'est toujours en réflexion. Alors, j'ai la possibilité de faire une école d'ingénieur ou de faire une licence professionnelle. Donc, une licence professionnelle, c'est 1 an en alternance. Après, si on veut faire une école d'ingénieur, c'est 3 ans minimum. Et puis, on peut choisir de la faire en alternance ou non. Mais j'y réfléchis encore, on va dire. Quels avantages et inconvénients vous voyez aux uns et aux autres? J'aimerais bien savoir où vous en êtes précisément dans votre réflexion. Je crois que c'est ce qui intéresse tout le monde. Dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a du travail. Maintenant, être ingénieur, forcément, ça demande beaucoup de travail pour avoir le diplôme. Oui, ça demande beaucoup de travail. Ça risque d'être beaucoup plus compliqué que, par exemple, une licence professionnelle. C'est être cadre à la fin quand même. Donc, voilà, donc forcément... Et je vais vous poser la question. Vous avez peur d'échouer? Vous avez peur de ne pas réussir? Forcément, oui. Forcément. Maintenant, il ne faut pas non plus s'arrêter là. Il faut y aller. De toute façon, dans le pire des cas, admettons j'échoue, c'est quoi? 1 an, 2 ans, c'est rien après. Hein. Alors justement, je posais la question à Xavier. Xavier, faut-il avoir peur de l'échec? Et qu'est-ce qu'on pourrait conseiller à Tristan pour l'aider, comme on pourrait aider les personnes qui nous regardent dans sa décision? Parce que son état d'esprit, c'est pour ça que je me suis permis, Tristan, de vous poser la question. Et je pense à ces révélateurs de l'état d'esprit d'un certain nombre de jeunes qui peut-être ont à un moment donné peur de se casser la gueule, quoi, disons les choses. Alors moi, je ne parlerai pas d'échec. Je pense qu'on apprend de ses erreurs ou de ses choix. Donc c'est une bonne chose. Il ne faut surtout pas avoir peur. Ce que je voulais aussi dire, c'est que depuis ce matin, donc, les témoignages qu'on a pu avoir, c'est que beaucoup de jeunes qui sont en apprentissage nous parlent de licence pro, nous parlent de diplôme d'ingénieur. Donc c'est quand même une filière qui nous permet d'aller vraiment très très loin. On avait même une personne qui nous parlait de doctorat à un moment. Donc je pense que c'est vraiment une filière d'excellence et il ne faut pas avoir peur de ses choix parce qu'après, on le regrettera toujours. Donc je pense qu'il faut y aller, il faut se faire plaisir et il faut pouvoir continuer dans ce domaine-là sans avoir peur. Oui, c'est ça. Et c'est surtout le terme regretter, faut pas le regretter, quoi. Faut le tenter, c'est ça aussi. Oui, alors je pense que pour le coup, je ne veux pas vous dicter ce que vous avez à dire, mais vous avez raison. Je crois qu'il faut d'abord tout tenter pour ne surtout n'avoir jamais à le regretter. Mais ça, pour le coup, c'est valable dans plein de domaines. C'est la vie, tout simplement. Mais merci de votre témoignage. Marc, une dernière remarque sur ce que vient de nous dire Tristan. Quand justement quelqu'un est un peu indécis, comment on l'aide à avancer? Je ne parle pas de conseils. Parfois, ils sont. Alors, Tristan est déjà en 2e année de BTS, donc il est loin de l'indécision de son BTS. Par contre, pour la poursuite d'études, je crois qu'on peut les accompagner, leur expliquer. Et ce que nous faisons, en l'occurrence à Talange, mais aussi dans les autres établissements, c'est que nous faisons régulièrement venir les grandes écoles, les entreprises, pour expliquer à ces futurs BTS ou bacheliers, hein, puisqu'on va sur la finalité bachelier aussi, eh bien on fait venir les entreprises, on fait venir les écoles pour leur expliquer quelle serait la suite possible pour leur diplôme. Les encourager, leur expliquer justement en quoi consiste le métier d'ingénieur, par exemple, puisque Tristan parlait de celui-là, mais aussi après la licence pro, aussi après le baccalauréat. Donc c'est vraiment le partenariat, on parlait tout à l'heure de partenariat entreprise, c'est vraiment l'éducation nationale ne peut pas se passer de l'entreprise, et l'entreprise, je crois, ne peut pas se passer non plus de l'école.
Donc voilà, ces conventions-là sont importantes. Avant de laisser la parole à Xavier qui souhaitait apporter sa pierre à l'édifice sur ce sujet, je vous rappelle que je vous reprends directement ensuite à la briquerie. Xavier. Donc je veux aussi dire qu'un alternant, il n'est jamais seul. Il faut savoir qu'en entreprise, il y a un tuteur, il y a un manager, donc il y a des échanges qui sont faits, il y a un suivi qui est fait. C'est fait pour discuter et justement rassurer donc, la personne qui est en apprentissage. Donc de ce côté-là, vous êtes suivi, il y a aussi des échanges qui sont faits avec vos écoles, donc vous n'êtes jamais seul. Donc voilà, il ne faut pas hésiter à venir et à en discuter. Mais merci beaucoup. J'espère en tout cas, Tristan, que vous aurez su prendre tous ces conseils pour vous. Et puis, c'est bien de les avoir partagés avec les autres. Alors, on a en direct Paul. On vous écoute. Donc, c'est Dorian déjà. Pardon, il y a écrit Paul sur l'écran. Je vous écoute, Dorian. On a une question de Enzo. Quel est le salaire d'un débutant? Alors, Enzo a une question qui est assez récurrente et qui vient régulièrement depuis ce matin. Quel est le salaire? Donc, vaste sujet, mais comme je vois que... Et voilà, Stéphanie a levé la main. Donc, on va vous donner la parole, Stéphanie Muller de Dalkia, pour avoir une précision de votre côté. Et vous venez de soulager d'ailleurs toutes celles et ceux qui sont sur le plateau et qui sont heureux de vous refourguer la patate chaude. Je l'attendais parce que c'est souvent la première question qui est posée. Ça ne doit pas être la seule, hein. Ça doit être effectivement la conclusion. Tout travail mérite salaire. Alors, je ne sais pas si vous connaissez bien les rémunérations. On a un niveau SMIC. Le SMIC est un peu inférieur à 1 600 € brut, calculé toujours sur 12 mois. Hein. Il y a 12 mois dans l'année. Et pour nous, notre entreprise, en termes de débutant, c'est-à-dire quelqu'un qui sort des études et qu'il va falloir accompagner, on est sur une fourchette de 2 000 € brut. Donc vous calculez, hein, par rapport au SMIC, on est largement un petit peu plus au-dessus. Et on calcule sur 13 mois une prime de vacances, donc 13,3 mois. Donc ça veut dire qu'effectivement, non seulement c'est un métier qui recrute, je rejoins Sophie qui disait venez, mais en plus, c'est un métier où votre évolution salariale sera dépendante de votre compétence et votre autonomie technique. Donc c'est vraiment un salaire entrant qui sera évolutif de votre expérience et de votre expertise. J'entendais tout à l'heure qu'avec un bac, on pouvait être recruté largement. Moi, j'ai des collaborateurs qui ont même des niveaux CAP qui sont aujourd'hui cadres sur une échelle de temps qui n'est pas si grande, hein, c'est en 15 ans. Donc vous voyez, on peut démarrer au plus bas, entre guillemets, du niveau salarial et on peut assez vite monter. Il suffit de faire preuve effectivement de curiosité, d'apprentissage et puis, bien sûr d'autonomie métier. Stéphanie, merci beaucoup pour toutes ces informations. Est-ce qu'il reste encore une question du côté du lycée de la Briquerie? Alors, est-ce que la personne qui s'appelle Hugo s'appelle bien Hugo? Merci. Merci. Donc, du coup, je suis avec Raphaël et donc une question à vous poser. Bonjour. Quels sont les profils recherchés par l'application? Une excellente question et d'ailleurs qui fera la transition avec la suite de l'émission. Quel profil type recherche-t-on pour ce type d'études? Alors, moi, je dirais qu'il n'y a pas de profil type. Stéphanie l'a très bien dit. Il y a déjà d'un côté la technique qu'on va acquérir au fil des ans, mais il y a toute la partie curiosité. Si la personne est curieuse, elle est motivée, elle s'intéresse, elle pourra, j'allais dire, évoluer dans l'entreprise et, comme on le disait aussi avant, évoluer, pas forcément dans la filière, mais pouvoir se réorienter, parce que ce qu'on cherche en recrutant des gens, c'est de savoir un petit peu ce qui les intéresse, comment ils sont à côté, pour pouvoir voir avec eux qu'est-ce qu'on peut faire dans le temps. On va embaucher quelqu'un pour un certain poste, mais à un moment, on va aussi regarder avec lui comment on va pouvoir l'accompagner pour qu'il puisse évoluer et s'épanouir dans l'entreprise. Donc si la personne est curieuse, motivée, elle fera très bien l'affaire. Donc il n'y a pas de profil type pour moi, quoi. Tristan, je vous pose la question. Est-ce que vous pensiez avoir un profil prédéterminé pour faire ce type d'études ou pas du tout? Non, comme Xavier l'a dit, il n'y a pas de profil type.
Le domaine est en constante évolution, donc forcément on est obligé d'évoluer avec, et on ne peut pas avoir un profil type. Et puis il y a tellement de domaines aussi liés à l'énergétique que voilà. Merci beaucoup Tristan pour ces informations. On va passer maintenant à la troisième partie de notre émission où on va concrètement regarder quel type d'études nous pouvons faire et quelles sont les manières d'y arriver. Et puis on retrouvera ensuite des invités sur le plateau pour nous aider à décrypter un peu tout ça parce que je vous avoue que c'est assez dense et relativement compliqué. Je vais demander à la régie de lancer le motion design qui nous explique ces filières de formation et on se retrouve dans quelques minutes. Du CAP au diplôme d'ingénieur, de nombreuses formations existent pour les élèves attirés par les métiers de l'énergie. Ce motion design présente les formations dispensées dans les établissements membres du campus des métiers et des qualifications énergie et maintenance Grand Est, à savoir le lycée polyvalent La Briquerie à Thionville, le lycée des métiers Gustave Eiffel de Talange, l'institut de soudure à Yutz, l'université de Lorraine et sa composante l'IUT de Thionville-Yutz, le pôle formation UIMM Lorraine, site Porte de France Thionville. Certaines formations sont dispensées par apprentissage. À l'issue des formations professionnalisantes, vous pourrez entrer dans la vie active. Si vous souhaitez entrer dans le monde du travail rapidement, choisissez l'un des 3 bacs professionnels, métier de l'électricité et de ses environnements connectés, technicien en installation des systèmes énergétiques ou climatiques, technicien du froid et du conditionnement d'air. Ces formations durent 3 ans. Ces bacs professionnels sont tous 3 accessibles après une seconde professionnelle, famille de métiers, métiers du numérique et de la transition énergétique. Cette classe de seconde permet également l'entrée dans le bac pro système numérique. Après l'un de ces bacs pro, vous pouvez travailler, aller en BTS ou vous spécialiser avec la mention complémentaire en 1 an maintenance des installations oléo-hydrauliques et pneumatiques. Après le bac pro ou la mention complémentaire, on entre dans la vie active où il est possible d'envisager une poursuite d'études en BTS. Filière classique, le bac général a pour vocation de s'orienter vers des études longues, minimum bac plus 3. 3 spécialités s'offrent à vous, sciences de l'ingénieur, mathématiques ou physique-chimie. La spécialité sciences de l'ingénieur permet de s'imprégner de culture technique. Ce sera un avantage lorsque vous entrerez en compétition pour des écoles d'ingénieurs avec d'autres qui ont suivi un enseignement uniquement général. Si vous envisagez de faire des études supérieures courtes, un BTS en 2 ans ou un BUT en 3 ans, orientez-vous vers le bac technologique STI 2D, Sciences et technologies de l'industrie et du développement durable. L'enseignement dispensé pendant le cursus est pluridisciplinaire. En plus de la filière électrotechnique et numérique, il vous permettra un vaste choix de poursuite d'études. Si vous hésitez entre le bac général ou le bac technologique, pas de problème, la classe de seconde est commune. Vous pourrez vous déterminer à la fin de celle-ci. Les BTS, brevets de technicien supérieur, forment des spécialités dans un domaine précis en 2 ans. 4 BTS vous sont proposés dans le domaine contrôle des rayonnements ionisants et application des techniques de protection, environnement nucléaire, électrotechnique, le BTS fluide énergie domotique avec ses 2 options, génie climatique et fluidique, froid conditionnement d'air. Écoutez attentivement ce que nous allons dire à propos du BUT Bachelor universitaire de technologie. La mise en place des BUT se fera dès la rentrée 2021. Les BUT sont des formations universitaires permettant d'atteindre le grade de licence en 3 ans. Les étudiants se verront proposer une sortie à un niveau intermédiaire avec la délivrance d'un DUT, diplôme universitaire de technologie, au bout de 2 ans. Le DUT permet de s'intégrer dans la vie active ou de poursuivre ses études dans d'autres formations. Les BUT dispensent des formations plus généralistes dans l'ingénierie que les BTS, ce qui permet d'envisager une poursuite d'études longues plus facilement. Dans le campus, 2 départements peuvent intéresser ceux qui sont attirés par les secteurs du génie énergétique. Le BUT Génie industriel et maintenance, le BUT Hygiène, sécurité et environnement. Après un bac plus 2, BTS ou DUT, vous pouvez travailler ou encore monter en compétences avec la licence professionnelle maintenance des systèmes industriels de production et d'énergie,
La licence pro maîtrise des risques industriels et environnementaux des formations d'ingénieurs. Après une formation au grade licence Bac+3, une poursuite d'études est encore possible en master professionnel. De très nombreux parcours de formation sont possibles sur notre territoire. D'autres encore le sont en sortant du campus des métiers et des qualifications, notamment pour les classes préparatoires et écoles d'ingénieurs. Cette présentation n'est pas un document ONICEP. Aussi, pensez à consulter leur site et à rencontrer un psychologue de l'Éducation nationale. Renseignez-vous par ailleurs, car de nombreuses passerelles sont possibles. Si vous êtes un peu perdu, ma foi, c'est normal. Et justement, pour nous aider à nous y retrouver dans les méandres de cette présentation, Laurence Pagneno, vous êtes la responsable d'un centre d'information et d'orientation. Comment faisons-nous pour orienter aujourd'hui un jeune qui souhaite entrer dans cette filière ? Alors j'ai envie de vous répondre que ce n'est pas nous qui allons l'orienter, mais que c'est bien le jeune qui va s'orienter. Donc c'est lui qui va prendre des responsabilités par rapport à ça. Nous sommes là pour l'accompagner, pour l'aider, pour s'y retrouver justement dans toutes ces formations. Et nous avons des psychologues qui travaillent dans les établissements scolaires, tous les établissements scolaires publics du bassin, donc collège, lycée professionnel. Donc nous sommes à leur disposition. Nous avons, pour certains élèves qui n'ont aucune idée de ce qu'ils souhaitent faire, des outils psychotechniques qui nous permettent de les aider à dégager des centres d'intérêt. Voilà. À partir de là, on les aide dans la recherche documentaire, mais c'est eux qui vont devoir faire le gros du travail, quoi, par la suite. Laura, vous êtes cadre RH en charge des relations avec l'Éducation nationale à la centrale nucléaire de Cattenom. Est-ce que vous êtes sollicité par des jeunes ou des parents d'élèves en direct qui viennent essayer d'en savoir un peu plus sur les différents métiers ? Alors les années où on effectuait des présences sur des salons d'orientation, des forums d'orientation, bien sûr on est super sollicité, si vous permettez l'expression, parce qu'on a bien sûr les élèves et très souvent des parents qui viennent à notre rencontre pour savoir un peu que fait-on chez EDF et que peut-on préparer comme formation. Absolument. Est-ce que c'est facile de les aiguiller, de les orienter? Est-ce qu'on s'y retrouve facilement en fonction de leurs compétences, de leurs envies, d'arriver à les aiguiller, de leur dire ça va se passer plutôt dans tel établissement, plutôt dans tel autre? Alors quand les jeunes ont un projet un peu défini, oui, c'est plutôt facile. Moi, je ne suis pas psychologue, pas orientatrice. Je sais leur dire, si je connais bien le bassin de l'emploi actuel, enfin de l'emploi et surtout de formation actuelle et géographique qui nous entoure, je sais les orienter ou en tout cas les guider, les orienter vers des CIO ou d'autres. Par contre, quand les jeunes viennent nous dire « je ne sais pas quoi faire » et qu'ils ne savent pas nous guider sur leurs envies, c'est plus compliqué. Laurence, vous confirmez que d'une manière générale, avoir un minima un projet, c'est la base de tout début d'orientation. Sans cela, ça ne va pas être possible. Alors, vous avez des élèves qui n'ont pas de projet. Mais ça, c'est notre travail, c'est de les aider à justement faire émerger des idées. Parce que quand ils vous disent qu'ils n'ont pas de projet, parfois ils ont des envies, simplement ils n'osent pas en parler, ils savent que leurs parents ont des envies pour eux ou des ambitions pour eux qui sont différentes. Donc il y a des freins. Mais voilà, notre travail, c'est de les aider à faire émerger les idées qu'ils ont. Et puis ensuite, effectivement, c'est plus facile de trouver les formations une fois qu'on a fait émerger ces idées. Marc, de votre côté, est-ce que vous êtes là aussi pour guider vos élèves en dehors de leur apprendre des choses ? Alors il y a plusieurs cas de figure. Il y a l'élève effectivement qui n'a pas d'idée de poursuite d'études. Alors l'avantage aussi aujourd'hui, c'est d'entrer en seconde, soit en seconde professionnelle avec la famille de métiers, où on va avoir un champ relativement large d'une famille de métiers, notamment dans l'énergie par exemple. C'est vrai aussi pour les secondes générales et technologiques, où on ne va pas faire un choix immédiat. Le choix va pouvoir se faire en première, voire en terminale, dans les secondes, en terminale générale. Mais pareil, en première STI 2D, en sciences et technologies industrielles, on va faire un choix on va choisir cette section-là en première et on fera un choix définitif d'une spécificité en terminale. Pour le baccalauréat professionnel, on fait un pré-choix en seconde
maintenance, énergie et autres. Et ensuite, en première et en terminale, on fait ce choix définitif. Sachant que même à l'issue de la seconde, voire même à l'issue de la première, on peut encore changer de choix. Alors, il vaut mieux partir tout de suite vers le bon choix, mais on peut changer à tout moment de sa scolarité. Merci Marc. Xavier, une question qui vient de manière récurrente dans les questions qui nous ont été posées au préalable par les élèves. Quelle qualité doit-on posséder pour rentrer dans ces filières techniques? Alors déjà, forcément, il faut aimer un petit peu la technique et puis mettre la main à la pâte. Alors justement, qu'est-ce que ça veut dire que aimer la technique? J'ai un peu de mal à mettre... on a vu des jeunes ce matin qui disent à un moment donné, bah, j'arrive là un peu par hasard, hein, pour dire les choses clairement. Et qui découvrent la technique. Et qui découvrent qu'à un moment donné, ils ont une appétence réelle pour la technique. Est-ce que c'est quelque chose d'inné ou d'acquis? Non, enfin, je dirais que... On en a déjà parlé ce matin aussi. On voit beaucoup de choses autour de la police scientifique, mais on ne parle pas assez de l'industrie. Et les gens, justement, ne connaissent pas peut-être ce côté qu'ils ont en eux, qui pourrait justement développer. Donc, le but que nous, on a, c'est justement de faire découvrir tous ces métiers et de faire découvrir justement ces compétences cachées que les gens ne connaissent pas et qui vont découvrir. Après, je pense que l'influence des parents ou le métier des parents peut aussi beaucoup jouer dans le choix d'orientation. Moi, mon père était dans la technique, il faisait du dessin industriel, je suis parti dans ce domaine-là. Je suis parti après dans les RH, donc peut-être que si mon père n'avait pas été dans le domaine-là, j'aurais fait autre chose. Donc je pense que la sphère familiale joue beaucoup et je pense que le jeune doit justement aller chercher ces informations-là, donc soit par les moyens institutionnels, soit je pense par des nouvelles technologies ou des startups qui développent justement des petits programmes ou des jeux justement de mise en situation pour faire justement découvrir les qualités du jeune. Donc je pensais par exemple à l'application ONXP qui met en scène justement plein de métiers, donc il y a plus de 50 métiers présents sur l'application. Alors, elle s'appelle comment? On va la répéter à tout le monde. Alors, c'est l'application ONXP, c'est la société Parcours et par thème qui développe justement par la gamification la découverte des métiers. Donc, la personne rentre là-dedans et en fonction de ses choix, en fonction de là où elle va cliquer, sur quel objet elle va cliquer, on va pouvoir après déterminer un petit peu quel type de métier, quelle appétence il pourrait avoir et justement lui faire découvrir peut-être des métiers qu'il n'aurait jamais pensé par lui-même. Moi, je vous conseille d'aller sur cette plateforme parce qu'effectivement, la gamification est un moyen assez ludique de découvrir un certain nombre de métiers. Laura, quelle qualité vous recherchez auprès des jeunes quand ils veulent rentrer dans votre entreprise, que ce soit en apprentissage ou ensuite pour un poste salarié? Je suis sûre que tous nos managers aimeraient que je dise la curiosité. Aller chercher, aller comprendre, demander comment ça fonctionne, pourquoi ça fonctionne comme ça. C'est vraiment la qualité qui est demandée par l'ensemble des managers de manière unanime. C'est pas grave, lapsus qui n'est pas révélateur. Est-ce qu'on arrive, Marc, à préparer aujourd'hui des élèves à être à la fois de très bons techniciens et avoir cette maîtrise et en même temps d'avoir toutes ces qualités supplémentaires qu'on recherche en parallèle, la curiosité, l'autonomie, etc., etc. Alors, je suis obligé de vous dire oui à 100%, mais on sait très bien que dans la réalité, ce n'est pas le cas. Alors, juste pour, en préambule, compléter, pour un élève qui ne sait pas encore ce qu'il veut faire, il y a la possibilité que ce soit en troisième ou même après, en seconde ou en première, de faire ce qu'on appelle une immersion. On peut venir dans l'établissement pour venir découvrir un ou plusieurs métiers. Pendant combien de temps? Alors, ça peut être une demi-journée, ça peut être une journée, ça peut même être plusieurs jours. Mais je pense que pour un élève qui veut, par exemple, faire de la conduite routière, eh bien, on va le mettre en immersion une journée avec une formation conduite routière. Si j'entends bien, pour résumer, l'indécision, elle est permise. C'est-à-dire que j'ai le droit, à un moment donné, de tâtonner, de chercher, puis de me dire, tiens, je vais regarder là, et puis à un moment donné, de me décider. Tout à fait. On peut très bien, même en troisième et en seconde, comme je le disais tout à l'heure, en troisième, on peut faire un stage d'immersion, enfin, on peut faire une ou plusieurs journées d'immersion dans une filière, comme on peut faire une journée d'immersion dans une autre filière, et puis même dans une troisième ou une quatrième pour pouvoir faire son choix. Donc j'allais en dire que c'est peut-être le meilleur moyen de trouver la bonne motivation, de trouver la curiosité. Mais voilà, un élève qui a fait le mauvais choix, si on lui permet de changer de filière,
j'espère pour lui qu'il trouvera dans la seconde filière un meilleur choix ou une meilleure motivation. Xavier, avant que vous ne cédiez votre place à un élève qui va nous rejoindre sur ce plateau pour aborder la dernière thématique, auriez-vous quelque chose à rajouter ? Oui, on parlait justement donc, de remise en question sur l'orientation. Moi, j'ai une fille qui est en seconde, qui vient de faire son stage de seconde, de découverte, qui nous a dit « Le stage que j'ai fait, je pensais que ça allait me plaire, ça ne m'a pas plu. » Et elle est repartie en me disant ben voilà, je pense que telle filière, ça peut m'intéresser. Je vais essayer pendant les vacances d'aller faire un stage supplémentaire dans ce domaine-là pour pouvoir découvrir. Donc je pense qu'il ne faut pas hésiter à aller justement de l'avant, à chercher un petit peu ce qui peut nous plaire et surtout ne jamais abandonner, ne jamais baisser les bras et on y arrivera. Donc voilà, c'est ce que je pense. Xavier, merci beaucoup. Laurence, pour compléter ? Oui, je voulais rebondir sur l'histoire du stage de découverte. Effectivement, le stage de découverte, c'est bien pour découvrir. Donc certains élèves se rendent compte qu'ils avaient une représentation très théorique d'un métier. Et quand ils y sont, finalement, ils se disent que ça ne leur plaît pas. Alors ce n'est pas du tout un échec, bien au contraire, parce que je pense qu'à partir de là, ils peuvent effectivement construire un autre projet en y réfléchissant d'une autre manière et que c'est quelque chose de très important. Alors on est un peu contrarié par la crise sanitaire, ça n'empêche qu'il y a quand même des entreprises qui accueillent en stage et j'ai envie de dire qu'en dehors des stages découvertes qui se font pendant les périodes scolaires, on peut mettre à disposition des conventions de stage également pendant les congés scolaires. Donc ça existe, il y a aussi possibilité de faire des stages pendant les congés scolaires. Je vous remercie tous les deux pour votre intervention parce que ça va faire le lien directement avec nos prochains invités. Je vais vous demander si vous voulez bien tous les deux de quitter le plateau. Quant à vous, restez avec moi. Et j'invite à me rejoindre Jonathan Non ainsi que Tristan Reich sur ce plateau. Pourquoi je parlais de transition ? Parce que nous allons voir avec Jonathan que nous avons la possibilité à un moment donné de changer tout simplement d'orientation et de savoir peut-être non pas revenir en arrière mais faire différemment. Jonathan, vous êtes arrivé à votre place, bonjour. Est-ce que vous pourriez nous dire un peu qui vous êtes, quel est votre parcours et où vous en êtes aujourd'hui ? Car je crois que c'est assez intéressant, on a dit tout à l'heure, le fait de revenir un peu en arrière, ça ne veut pas dire forcément renoncer, ça ne veut pas dire se tromper, ce n'est pas forcément un échec. Et je crois que vous êtes le parfait exemple de la manière dont on peut rebondir avant de se tromper trop loin, j'allais dire. Dites-nous quel est votre parcours. Voilà, donc en fait, mon parcours, il a été... je vous demanderai de mettre le micro assez près. Il a été assez compliqué jusqu'à là. Alors en fait, j'ai attaqué mes études en étant dans le domaine de la vente, tout d'abord. Donc j'ai passé un bac général en économique et sociale. Ensuite, je me suis orienté vers un BTS en négociation relations clients, donc anciennement force de vente. Et ensuite, j'ai été salarié dans une société d'ameublement jusqu'à août dernier. Vous avez quel âge comme ça ? J'ai 33 ans. D'accord. Voilà. Donc jusque-là, je ne regrette absolument pas mon choix, parce que mon choix, il était d'origine voulu. C'est juste qu'avec tout ce qui se passe à l'heure actuelle, que la voie que j'avais choisie allait forcément, avec les années, peut-être se refermer. J'ai décidé de me reconvertir vers un métier ou vers une voie qui allait être un peu plus ouverte. Et donc vous avez choisi concrètement de faire quoi ? Alors je suis technicien frigoriste. Et en ce moment, vous êtes en train de... Et je suis en ce moment en train de passer un bac pro en TFCA, donc technicien du froid et conditionnement de l'air, au lycée de Talange. D'abord, avant tout, chapeau à vous et félicitations, parce que je crois que vous êtes vraiment un exemple exceptionnel. J'ai presque envie de dire qu'on a envie de vous applaudir. Merci. Marc, c'est des cas très particuliers. Et comment est-ce qu'on arrive à leur permettre de raccrocher les wagons ? Alors bon, Jonathan, c'est un cas particulier, on le voit bien, hein, il a déjà une certaine maturité, donc je pense que lui dire il faut que tu sois motivé pour le métier que tu choisis, il n'y en a pas besoin. Il est apprenti, et il est apprenti mixé dans ce qu'on appelle le mixage de public, apprenti mixé dans une classe de terminale où l'ensemble des autres camarades sont scolaires et ont en moyenne entre 17 et 18 ans. Donc je pense que l'expérience que les enseignants ont
avec Jonathan et les autres élèves scolaires est vraiment quelque chose de motivant, non seulement pour ses camarades, mais pour lui. D'abord parce qu'il est confronté à peut-être un monde qu'il a quitté maintenant il y a plus de 10 ans. La maturité de ses camarades n'est pas la même, mais je pense que lui a beaucoup à leur apporter et eux ont beaucoup à lui apporter. Donc voilà, il n'y a pas de motivation à lui donner. Comment il est intégré? Ben, il est venu, il nous a demandé, il avait une entreprise qui voulait faire de lui un de ses salariés. Et donc tout naturellement, nous avions une place. Et la particularité de la transformation de la voie professionnelle et de l'apprentissage nous a permis de l'intégrer directement. Alors, c'est particulier puisqu'il est un peu plus souvent à l'entreprise que les autres camarades. Il suit en gros la moitié de l'année en entreprise et l'autre moitié de l'année en scolaire. Eh bien, les cours on va dire, de maths ou de physique ou de culture-expression qu'il ne suit pas, eh bien, il les récupère auprès de ses camarades ou les enseignants lui proposent à distance ou sous la forme de documents qu'on lui envoie par email, par exemple. Jonathan, je reviens vers vous. Est-ce que c'est facile à faire passer auprès d'un patron qu'on vient à une trentaine d'années se présenter pour faire un apprentissage dans un domaine qui n'était pas du tout le sien quelques mois auparavant ? Alors effectivement, donc, quand j'ai demandé à mon employeur de venir chez lui, alors tout d'abord il m'a très bien dit que ce métier de frigoriste, ça ne s'apprend pas comme cela, il faut avoir des bases. Donc c'est pour ça qu'il m'a conseillé d'aller au lycée de Talange pour avoir des minimums de bases. Ensuite, il a vu en moi que voilà, j'étais une personne aussi assez mature, donc du coup il m'a fait confiance. Et effectivement, il a vu que j'avais pris un risque. Il sait que j'ai pris un risque en faisant une reconversion. J'ai quitté un CDI, voilà, j'ai un enfant, donc c'est super compliqué de repartir vraiment à zéro. Mais ouais, il a vu en moi, peut-être l'avantage. Et surtout, il faut aussi le spécifier, il a du mal à recruter. Donc à partir de là, voilà, il a dit on fait confiance à quelqu'un, voilà, on va l'intégrer dans notre société. Et oui, ça n'a pas été facile, mais il m'a aidé aussi parce que du fait qu'il y a un manque de frigoristes sur le secteur, donc il a saisi l'occasion. Merci, bravo pour ce témoignage et courage à vous pour la suite. Merci. Je vous souhaite beaucoup de réussite. Laura, sans opposer les gens qui sont en apprentissage, ceux qui suivent une filière, j'allais dire, plus traditionnelle, de votre côté, on recrute plus des gens qui viennent de la filière apprentissage ou c'est équivalent ? Alors, chez EDF, les apprentis, les alternants qui sont sortants chaque année, sont prioritaires sur nos embauches. Donc, c'est vraiment le dada d'EDF depuis quelques années. Pourquoi ? On les a suivis pendant 1 an, 2 ans ou 3 ans en fonction de la durée du cursus, au quotidien, même si c'était en alternance. Pour les managers, les tuteurs, les collègues, c'est quand même bien plus parlant qu'1 heure d'entretien. Franchement, c'est un ticket qui est presque banco à chaque fois. Donc depuis quelques années, votre principale filière de recrutement chez vous, c'est l'alternance. Absolument, avec les stages scolaires depuis quelques temps maintenant aussi. Tristan, vous nous l'avez dit tout à l'heure, vous comptez éventuellement poursuivre vos études. Avec ou une licence ou une école d'ingénieur, mais vous avez bien compris que les gens qui étaient sur le plateau vous soutenaient pour la deuxième solution en vous disant vous pouvez y arriver et surtout n'hésitez pas, on a le droit d'essayer et encore plus de réussir. Si vous continuez vos études, vous comptez aller vers de l'alternance ou pas ? Alors effectivement, oui, ça a beaucoup de côtés positifs de choisir l'alternance. Ça reste maintenant plus compliqué, il faut tenir, mais on apprend beaucoup et on prend de l'expérience et ça c'est très important. D'où le fait, je pense, pourquoi EDF choisit les personnes dans l'alternance. Pourquoi vous dites que c'est plus compliqué qu'il faut tenir ? Ça m'intéresse. Parce que on va dire que si je prends mon exemple, moi mon BTS, on peut le faire en alternance. Ceux qui le feront en alternance ou ceux qui le feront comme moi, on apprend la même chose, sauf que eux, ils doivent travailler en même temps. Donc forcément, ils ont moins de temps pour apprendre, on va dire. Marc, alternance ou parcours plus traditionnel, encore une fois sans vouloir les opposer, finalement c'est une affaire du goût de chacun et de maturité ou c'est autre chose ? Je crois qu'avant tout, c'est une question de maturité. Lorsque vous avez un étudiant, un apprenant, on va dire,
qui arrivent pour une formation, que ce soit en seconde, hein, puisqu'on peut recruter dans le domaine de l'apprentissage dès la seconde, on peut faire rentrer dès la seconde, eh bien il faut qu'il y ait de la maturité et de l'autonomie. C'est-à-dire que si vous avez un apprenant à qui il faut tous les 2 minutes lui dire est-ce que tu as fait ton travail scolaire, parce que le nerf de la guerre, c'est le travail scolaire. Il est plus facile d'être à l'entreprise et de faire et de réaliser les travaux dans l'entreprise que de rattraper, comme le fait Jonathan par exemple, lorsqu'il n'est pas en classe et que ses camarades sont en classe. Le cours de maths, il faut bien qu'à un moment donné, il soit acquis. Donc il faut le travailler après sa journée de travail. Or, on sait que dans l'entreprise, une journée de travail, elle est complète aussi, comme à l'école. Et il faut le week-end ou le soir en rentrant, au-delà de 17h, 18h, voire plus, faire encore un peu de maths, faire encore un peu de physique ou de culture-expression. D'où la difficulté de l'apprentissage. Mais sans les opposer, il faut, je crois, choisir en fonction de son envie, de sa maturité, de son autonomie. Sachant aussi que le rythme scolaire n'est pas le même que le rythme d'un salarié, puisqu'un apprenant apprenti est salarié d'une entreprise. Et là, le rythme n'est pas le même. Alors, les vacances scolaires... Vous faites bien de le rappeler, au-delà des vacances scolaires. Je vais poser une question à Laura. Aujourd'hui, quand quelqu'un vient en tant qu'apprenti en alternance dans votre entreprise, qu'est-ce qu'on attend de lui qu'on n'attend pas justement d'un élève qui sort de l'école? Alors j'ai bien compris que c'est un vrai contrat de travail à part entière, c'est moins de vacances, c'est quoi d'autre? Alors, c'est beaucoup de choses. Je vais essayer de prioriser. C'est déjà représenter l'entreprise, qu'on soit à l'école, en entreprise et ailleurs. On peut être logé dans un quartier avec des collègues, avec des gens de l'extérieur. Et on demande à nos alternants, comme c'est su, qu'ils représentent l'entreprise au maximum, donc qu'ils soient avec une bonne présentation et un bon comportement. Dès l'alternance, on représente déjà l'entreprise dans laquelle on travaille. Oui, on est salarié. On porte déjà le maillot, quoi. Absolument. Très bien. Évidemment, on demande de suivre les cours. Et c'est, pour rebondir sur ce que tu disais, une des premières choses qu'on dit aussi, c'est la voie de l'excellence. L'apprentissage ou autre formule d'alternance, c'est compliqué. Tu l'as dit, on a le même temps pour apprendre, sauf qu'on est la moitié du temps en entreprise. Donc oui, on a besoin de jeunes qui sont déjà performants, qui ont déjà des bons dossiers. Quand Tristan dit que ça peut paraître plus compliqué, oui, ça peut paraître plus compliqué, c'est pas une vue de l'esprit. C'est que ça ne le paraît pas, c'est que c'est le cas, absolument. On le sait très bien, donc on sélectionne déjà sur les dossiers des jeunes qui ont des bons dossiers avec des bonnes notes, parce qu'il faut qu'ils puissent suivre après tout le cursus pendant tout ce temps-là. Donc les cours, la représentation, et puis après s'intégrer dans son service et découvrir le métier, être curieux, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais nous, c'est ce qu'on demande aux jeunes pendant tout le temps où ils sont chez nous. On serait déçus qu'ils ne sachent pas, par exemple, ce que fait le service d'à côté, le service d'en face, le RH, par exemple. C'est une petite boutade. Mais voilà, être curieux pendant tout le temps de son alternance, c'est super important, et savoir s'intégrer, ça, c'est le top. Jonathan, je reviens vers vous. Selon vous, qu'est-ce qui fait la qualité d'un bon alternant? C'est quoi l'attitude à avoir quand on arrive dans une entreprise de prime abord, même si vous avez, vous, une certaine expérience dans le domaine en question, vous n'en avez pas? Alors effectivement, mon premier BTS, je l'ai fait en alternance aussi. Donc ça a été une expérience, on va dire, plus rapide pour rentrer dans le monde du travail. Mais effectivement, à côté de ça, c'était assez compliqué parce que c'était de l'alternance sur une semaine en entreprise et une semaine donc à l'école. Et effectivement, quand vous êtes donc là dans le domaine de la vente, il faut savoir qu'il faut quand même suivre ses clients pendant la semaine où vous êtes à l'école. Il faut quand même qu'il y ait aussi un suivi à domicile parce que vous représentez l'entreprise, vous êtes l'image de l'entreprise. Et donc voilà, il faut faire attention à tout ça. C'est assez compliqué, mais il faut faire attention. Et si vous êtes assidu, normalement, tout se passe bien, quoi. Très bien. Laura, une toute dernière question. On est bien d'accord que vous recrutez vos alternants, donc vous ne prenez pas les gens de manière automatique, vous leur faites passer un entretien, vous recevez des CV et vous les choisissez?
Ça tombe très bien que tu me poses cette question parce que je suis en plein dedans. Depuis plusieurs semaines, nos offres sont en ligne sur notre site internet. Et effectivement, on fait une présélection sur dossier, comme je l'ai dit tout à l'heure, les notes, les appréciations. Ensuite, on fait un entretien téléphonique et un entretien, alors physique, pas vraiment, mais en visio, pour pouvoir rencontrer quand même visuellement les candidats avec les managers. Et on fait une sélection finale pour aboutir à nos 45 alternants pour cette année, je l'espère. 45 alternants qui passent, on l'a dit, 1 an, 2 ans ou 3 ans dans l'entreprise. Tout à fait. Avec, si tout va bien, la possibilité d'avoir un CDI à la sortie. Alors, je vais juste mettre un tout petit peu des hypothèses sur ce point. C'est important qu'on le précise. On reçoit énormément d'apprentis et d'alternants de manière générale chez EDF, mais on ne peut pas tous les recruter. On ne peut pas s'engager en disant dans 1 an, 2 ans ou 3 ans, le service qui a reçu le jeune aura une autorisation de recrutement. Mais on l'a compris, c'est bien notre méthode de pré-recrutement. Donc, ce serait paradoxal de dire que non. Très bien. Et enfin, une toute dernière question pour vous, Marc. Des parents ou un étudiant qui se pose la question alternance, pas alternance, pour pouvoir les rassurer, pour pouvoir les aiguiller, on leur dit quoi et quels sont les remèdes qu'on peut leur proposer? Alors déjà, au préalable, l'alternance, de toute façon, en apprentissage, c'est d'avoir une entreprise qui vous accueille. Ça me paraît être la chose la plus importante. Sans contrat d'apprentissage, on ne rentre pas en apprentissage. Donc c'est déjà la première démarche à faire. Alors pardon, je préfère vous stopper là. On est d'accord que quelqu'un qui veut se lancer dans l'aventure de l'apprentissage, s'il n'a pas une boîte au préalable, il vaut mieux pas y aller. C'est-à-dire que de toute ça façon, mènera à rien. Ça ne mènera à rien. On ne prend en apprentissage que voilà, dans le cas où on a un contrat d'apprentissage, ou alors on va le trouver. Mais il faut quand même une entreprise d'accueil. Alors exceptionnellement, je vais juste demander à Tristan de bien vouloir quitter sa place s'il veut bien, et je vais demander à Florent de rejoindre cette place-là, parce que je pense que Florent voudrait juste modérer un tout petit peu le propos, donc on va le faire en direct, comme ça tout le monde pourra bénéficier de cet échange. Florent, avec plaisir. C'est un spécialiste. Voilà, donc Florent, vous souhaitez juste nuancer un peu ce propos? Oui, alors... globalement, je m'inscris dans tout ce qui vient d'être dit. Il y a des choses qui sont très importantes, très intéressantes sur les différentes modalités de formation qui sont proposées et les opportunités que cela engendre par la suite. Concernant l'apprentissage, donc bien évidemment, le statut d'apprenti réclame la signature d'un contrat d'apprentissage, de fait. Et donc c'est l'étape, je dirais, première ou ultime. En tout cas, c'est une étape qui est incontournable. Pour autant, avec la réforme auquel je faisais référence tout à l'heure, il est désormais possible pour un jeune qui souhaite préparer un diplôme par la voie de l'apprentissage, donc in fine signer un contrat d'apprentissage, il est possible d'entrer en formation en alternance dans un CFA pendant 3 mois. Exceptionnellement cette année, du fait de la crise sanitaire, pendant 6 mois. Et donc le CFA doit accompagner le jeune vers la signature d'un contrat. Tous les contrats ne se signent pas au mois de septembre. Il y a quelquefois des opportunités qui apparaissent en octobre, en décembre, en novembre. Il y a des fois des démarches prospectives sur juillet, août, septembre qui n'ont pas été traduites par la signature d'un contrat et puis qui prennent forme un peu plus tard. Donc il est effectivement possible de commencer une formation par apprentissage sous un statut de stagiaire de la formation professionnelle. Et de signer concrètement un contrat. Et de signer un contrat après. On a un dispositif réglementaire qui le permet, et ce, pendant un laps de temps de 3 mois. C'est possible. Mais... Là, on sent que ça devient grave. Oui, c'est-à-dire qu'il ne faut pas, comment dire, d'une opportunité en faire une impasse. Il ne faut pas non plus s'engager dans cette voie-là et se dire... j'ai 3 mois ou 6 mois de plus. J'ai 3 mois, je vais attendre que les choses me tombent du ciel. Bien évidemment, le lycée, le CFA est là pour accompagner. Bien évidemment, ça a été dit aujourd'hui, il y a des entreprises qui sont à la recherche de jeunes en signature de contrat d'apprentissage. Mais c'est un contrat de travail, le contrat d'apprentissage. Il faut que, je dirais, les conditions soient réunies et que l'employeur ait envie d'embaucher le jeune qui se manifeste. Donc il faut aussi que le jeune soit vraiment actif
dans sa recherche de contrat et montre le meilleur de lui-même. Autrement dit, malheureusement, et quel que soit le contexte et quelle que soit la situation professionnelle et le métier, il y a des jeunes qui n'arrivent pas à signer de contrat. Ça existe aussi, ça. Marc l'a dit tout à l'heure, l'autonomie. L'autonomie dans le suivi du cursus, parce qu'effectivement, il faut préparer le diplôme, il faut satisfaire les exigences de l'entreprise à tous les niveaux, ça a été dit aussi. Mais il faut aussi de l'autonomie tout au début en termes de signature d'un contrat d'apprentissage. Merci. Vous confirmez, Laura, quand vous avez quelqu'un qui vient pour postuler sur un poste d'apprentissage et qui vient un peu en dilettante, on est d'accord que sa place est directement vers la sortie, je suppose. Alors, si la dilettante se voit, c'est clair dès le départ. Si la dilettante, on la voit au fil de l'eau, il faut savoir qu'il y a une période d'essai. Donc, on peut aussi rompre un contrat pendant la première année. Et malheureusement, ça m'est déjà arrivé. C'est des choses qui arrivent. C'est triste, mais il faut. Si ça ne va pas, ça ne va pas. Très bien. Eh bien, écoutez, merci à toutes et à tous pour l'ensemble de ces informations. Nous sommes arrivés au terme de cette émission. J'espère que malgré la densité d'informations, vous avez compris l'essentiel du message. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver de nombreux éléments, des fiches métiers, des vidéos et un florilège de contacts et de sites internet sur le site desenergiesdesmétiers.com. N'hésitez pas à solliciter les contacts qui sont sur ce site, ils sont également là pour répondre à vos questions. Avant de nous quitter, je tenais à remercier d'abord toutes les personnes qui ont été présentes sur ce plateau. Merci aussi également à l'ensemble des partenaires du campus. Un grand merci aussi aux élèves de l'IUT de Thionville-Lutz pour leur précieuse contribution à ce projet, ainsi qu'à leurs professeurs. Bravo à François Eckel qui a piloté de main de maître ce dossier. Merci à vous toutes et tous. À bientôt. Au revoir.